revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. La revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, décidée par le gouvernement pour compter de décembre 2022 a, de facto, induit celle des pensions des retraités relevant du Fonds national des retraites du Bénin. Une telle dynamique appelle nécessairement des mesures en faveur des pensionnés et rentiers du régime général de sécurité sociale géré par la CNSS, surtout que les pensions de ceux-ci, contrairement à ceux régis par le Fonds national des retraites, n'ont pas connu de revalorisation. C'est pourquoi, tenant compte des réalités du coût de vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d'achat de ces retraités et rentiers, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'adoption des présents décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches. Au terme de la loi portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré. Or, la pension minimum est actuellement de 24 000 francs CFA. Aussi, de façon spécifique, le Conseil a-t-il acté la revalorisation des pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA pour les porter à 31 200 francs CFA. Quant aux pensions comprises entre 26 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, elles connaîtront un relèvement de 20%, tandis que celles allant de 75 100 francs CFA à 85 700 francs CFA seront portées à 90 000 francs CFA. S'agissant des pensions de la tranche de 85 800 francs CFA à 150 000 francs CFA, elles seront revalorisées à hauteur de 5%. Celles allant de 150 100 francs CFA à 152 900 francs CFA seront portées à 157 500 francs CFA. En ce qui concerne les pensions de la tranche de 153 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, elles connaîtront une revalorisation de 3%. Celles allant de 250 100 francs CFA à 254 900 francs CFA seront portées à 257 500 francs CFA. Enfin, celles supérieures ou égales à 255 000 francs CFA bénéficieront d'un relèvement de 1%. À propos des rentes, qui sont concédées à titre temporaire, elles font l'objet d'une revalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu'un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. Ceci afin de rester dans le même esprit de revalorisation qu'au niveau des pensions et ne pas créer une injustice sociale. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement saisit cette occasion pour exhorter à nouveau les employeurs du secteur privé qui ne l'ont pas encore fait à procéder à l'augmentation des salaires de leurs travailleurs dans le cadre du dialogue social interne à l'entreprise. Les travailleurs sont inquiets et c'est pour cela qu'on ne peut pas occulter l'ambiance générale qui se présente dans le pays, dans la sous-région. Nous avons passé en revue l'état de préparation de la rentrée scolaire par les différents ministères chargés de l'éducation. Ce que je peux retenir, c'est qu'au niveau de chacun de ces ministères, la préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants, que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements d'enseignement. Certaines mesures spécifiques ont été prises. Je veux rappeler notamment pour ce qui concerne les AME, l'avance exceptionnelle d'un mois de salaire qui a été accordée par le gouvernement l'année dernière et qui est renouvelée cette année encore pour leur permettre donc d'aborder la rentrée sans difficulté majeure. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024.
À Cotonou, des stands de vente de fournitures scolaires abondent déjà les rues. Mais sur ce marché de vente de fournitures, l'ambiance reste à désirer. Pour l'heure, ils attendent encore les clients. La vente des fournitures scolaires, ça se passe très très mal. Parce que vous aussi, vous voyez de l'étalage, tout est rempli. Tous les vendeurs et vendeuses sont assis avec la main au menton en se demandant comment ça va se passer. Comment est-ce qu'ils vont arriver à payer les dettes qu'ils ont au cou. Parce qu'on ne voit aucune affluence. Aucune. Il y a certains parents même, c'est seulement, ils viennent prendre seulement deux cahiers. Deux unités de cahiers, 300 francs, 400 francs. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter. Concernant les sacs, c'est encore tout fait, tout fait. Quand tu leur dis le prix là, c'est grave, ils vont commencer par fuir. À mon niveau, c'est vrai que par rapport à l'année passée, on constate que le taux a radicalement diminué. Si ce n'est pas les connaissances acquises sur les réseaux sociaux, les amis des clients, de la famille, on ne trouve pas vraiment de clients ambulants qui va passer et réellement acheter. Pas facile, mais on ne peut faire qu'avec. Nous souhaitons que peut-être à la dernière minute, ils sortiront. Les gens viennent demander, mais la vente n'a pas encore pris. Nous prions qu'ils trouvent quand même à venir parce que les fournitures scolaires, c'est un mal nécessaire. Veulent ou pas, ils vont l'acheter. Donc notre souhait, c'est qu'ils trouvent de l'argent pour venir. Sinon, ça ne va pas. L'année passée, par rapport à celle-ci, est beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'achats, mais je pense que c'est par rapport à la pénurie ou la diminution de l'argent. Comme les émigrants aiment le dire, l'argent a fui le pays. Moi, je dis depuis près de 2 ou 3 ans, c'est toujours que ce que moi je constate. Ce que je constate, c'est que ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer d'année en année. On ne sait pas si l'année prochaine sera meilleure ou bien ce sera encore pire. On attend de voir que de notre près de vie. On se plaignait depuis 4 ans passés. Mais pour cette année encore, ça devient vraiment très difficile. Nous ne pouvons même pas comparer ce que nous vivons actuellement par rapport au temps passé. Donc c'est encore plus difficile. On était dans des difficultés, mais ça continue. Il y a les cahiers, les gens vont dire les cahiers vendent ça à tel prix, tel prix. Il y a cahiers dans cahiers, c'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a d'autres cahiers, tu seras en train d'écrire, ça va se percer. Il y a d'autres cahiers, tu prends gomme seulement pour effacer, ça se déchire. Mais le béninois, comme il y a la galère, les gens n'ont pas l'argent, ils préfèrent toujours ce qui est moins cher. Donc, nous aussi, nous primons particulièrement sur les cahiers qui sont à bon prix, bon marché. Et on achète aussi des qualités à côté pour ceux qui veulent, ceux qui sont un peu bons. Voilà. Bon, on ne sait pas si c'est à la dernière minute que les gens vont sortir. Mais pour le moment, rien ne marche. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 18 septembre 2023. Les parents d'élèves ont encore quelques jours pour satisfaire aux exigences scolaires de leur progéniture. Le Bénin est ainsi sacré champion du monde en doublette mixte en venant à bout de la France, 13 points à 8 grâce aux immenses Marcel et Laimont. Une première dans cette catégorie. En tout cas, avec ce que nous observons à l'écran, il n'y a pas de doute qu'il y a 2 points. Et voilà. Ah, oui. Pour la... Je suis en joie parce que je me disais que rien n'est impossible dans la vie. Il faut essayer pour pouvoir y arriver. Mais la chance était de notre côté. Ils n'ont pas démérité aussi parce que l'équipe en face n'est pas une petite équipe non plus. Mais la détermination était là et la gagne est revenue. J'avais vraiment une envie parce que j'avais la rage de gagner. On n'a jamais reçu le mondial et pour la première fois, et on remporte en doublette mixte, c'est extraordinaire. Maintenant, la pétanque peut devenir le sport roi au Bénin. Je suis très contente. Moi-même, je ne crois pas que je peux gagner cette équipe-là. Parce que c'est une grande équipe. Et Dieu m'a accompagné de tenir bon pour
gagner. Je suis très content. Je suis fier de moi-même. Au 7e siècle. En finale de la doublette masculin, le Bénin s'est incliné face à l'équipe française. Les Guépards finissent donc vice-champions dans cette catégorie. Ça s'est pas joué à grand chose, hein, parce que sur une debout, le terrain est un peu sélectif. On a pris un peu le dessus à 10-4, ils sont revenus, on a perdu une mène de 4, passé à 10-8 et la dernière mène, voilà, j'ai eu la chance de faire devant de boule. Et voilà, je connaissais Marcel Bio, mais je connaissais pas le pointeur qui joue très bien. Et je sais très bien qu'en ayant joué au Sénégal, les pays africains, ça joue bien, même très bien même. On savait que ça allait être dur quand même. En mix, on s'est fait avoir, ils ont mieux joué que nous. On savait que ça allait être dur là aux doublettes. Surtout qu'ils étaient en confiance, le public, on n'est pas habitué à jouer devant un public comme ça. Donc ça, elle est vraiment spéciale cette victoire, ouais. C'est chaud là le public. Hein. Ah, c'est très chaud, mais après ça fait plaisir quand on gagne. Après quand on perd, ça fait moins plaisir, mais voilà, je suis content. Ouais. C'est deux joueurs qui méritent le respect aussi en face. Ils sont très forts, il n'y a rien à dire, voilà. Quand on perd, on dit toujours que celui-là a mal joué, celui-là a mal joué. Mais il faut dire que nous avons mal entamé la partie. Et après, c'était un peu difficile par rapport à la pression des Français. Et en même temps, la pression des arbitres ne nous arrangeait pas. Donc, on a eu de pression du côté des arbitres qui nous pressaient de jouer. Sinon, on avait des cartons. Qui nous pressaient de jouer parce qu'on se divisait en deux. Mais quant aux Français, ils pouvaient se mettre des deux côtés, ils ne leur disaient rien. Ça a énervé un peu mes joueurs également, parce que c'était un peu de l'injustice. Mais c'est pas grave, c'est le sport. Après tout, quand on perd, on peut dire c'est l'arbitre, c'est autre, sauf que nous n'avons pas été performants comme la doublette mixte, mais c'est le sport. Le Bénin s'est offert 2 médailles dans la première phase des 50e mondiaux de pétanque qu'il a accueillis dans sa capitale économique, Cotonou. Laïmat Sambo et Marcel Bétablé ont décroché la médaille d'or dans la catégorie des doublettes mixtes au détriment de la France. Le Bénin champion du monde, chers téléspectateurs. Les combats qui opposent l'armée malienne à la coordination des mouvements de l'Azawad pour le contrôle du nord du pays inquiètent à Bamako. La CEMA a décidé de se retirer de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015. Interrogés, plusieurs préconisent une résolution à l'amiable du conflit. Nous sommes tous maliens. Il serait mieux de nous entretenir et de revenir à la table de négociation. C'est mieux que de se battre. Aucune des deux parties n'a rien à gagner. Donc il serait mieux qu'on revienne à la table de négociation. Qui veut la paix prépare la guerre, c'est normal quoi. Et s'ils déclarent la guerre au Mali, il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts à les affronter, c'est normal. Nous ne pourrons jamais libérer le Nord sans guerre. Et après la guerre, nous négocierons, car nous connaîtrons tous le poids de chacun. Il y aura sûrement des victimes des deux côtés, mais cela fait vraiment partie de la reconquête du territoire. Dans ce cas, la guerre est nécessaire, explique cet autre. En plus de la CEMA, les FAMA doivent se battre contre le GSIM et les groupes affiliés à l'État islamique. Dans cette guerre, Bamako privilégie l'option militaire, explique Pape Diallo, secrétaire général du mouvement Yerewolo. Dans son processus de reconquête, Barkhane a été chassé, la MINUSMA a été chassée. Donc, il ne doit que exister sur le territoire une seule armée qui est l'armée malienne. Donc, dans ces conditions, tous ceux-là qui vont refuser de laisser les armes et continuer dans une logique de défense de leur projet d'attente seront face clairement à une armée qui va choisir la voie de la violence. Et c'est un choix. Soit c'est pacifique, soit c'est violent. Ces derniers jours, la coordination des mouvements de l'Azawad a attaqué les positions des forces armées maliennes à Bamba, Gao et le bateau Tombouctou à Rarousse. Dans sa riposte, l'armée dit avoir perdu 10 soldats et neutralisé 46 terroristes.
Le gouvernement rwandais a signé mardi un accord avec une start-up germano-canadienne pour doter son pays d'un réacteur nucléaire civil expérimental et réduire ainsi sa dépendance aux énergies fossiles. Bien entendu, le Rwanda vise à disposer d'une énergie fiable et stable. Évidemment, il s'agit d'attirer davantage d'investisseurs et de se concentrer sur la perspective de l'arrivée de l'industrie lourde dans les années à venir. C'est donc la projection et la finalité de ce projet d'énergie nucléaire fiable et stable. Ce réacteur, qui sera prêt à être testé en 2026, sera construit par la start-up Dual Fluid Energy. Comme le réacteur est petit, il n'est pas nécessaire de dépenser trop d'argent en matériaux de structure, ni au niveau de la zone environnante. Cela signifie que nous pouvons produire de l'électricité avec ce réacteur pour une fraction du prix des réacteurs nucléaires actuels. Ces derniers sont déjà moins chers que de nombreuses autres sources d'énergie. Le premier réacteur de la jeune entreprise Dual Fluid Energy doit être construit dans le district de Bugesera, au sud de Kigali. Un prototype destiné à la démonstration et à la recherche sur une nouvelle technologie moins coûteuse. Notre prochaine étape, c'est une levée de fonds de 70 millions d'euros. Et ensuite, donc on pense au début de l'année prochaine, on va commencer à construire le réacteur expérimental qui va nous prendre environ 2 années. Et ensuite, donc, il sera en opération pendant aussi à peu près 2 années. L'Afrique du Sud reste le seul pays du continent à disposer d'un programme nucléaire civil, avec 2 réacteurs en service depuis plus de 30 ans. À Madagascar, 10 candidats au scrutin présidentiel accusent le président Andry Rajoelina de manipuler les élections pour favoriser sa réélection à la tête du pays dans moins de 2 mois. Ça, c'est à la Cour de répondre, c'est pas à nous, on n'est pas des juges. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que si... Tout le monde estime qu'il y a vraiment un complot, il y a un micmac quelque part, pour faire en sorte que ce soit le Premier ministre actuel qui gère les élections, gère tout seul, pratiquement, les élections, et ça c'est vraiment anticonstitutionnel, c'est pourquoi on n'a pas hésité à qualifier cela de coup d'État institutionnel. La nomination du Premier ministre allié du président Rajoelina à la tête du pays à l'approche de l'élection présidentielle a été validée par la Cour institutionnelle, plus haute juridiction du pays. Cette décision de donner le pouvoir au Premier ministre, soi-disant collégialement avec le gouvernement, prouve que Andry Rajoelina se prépare à une mainmise sur le processus électoral, donc une fraude massive. Et de l'autre côté, ça prouve aussi qu'ils ont peur de la transparence au niveau de leur gestion pendant 5 ans. Donc ils veulent que ça reste au sein du gouvernement et que leurs pratiques corrompues et mafieuses ne s'étalent pas au grand jour. Les électeurs de Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses vastes ressources naturelles, se rendront aux urnes pour élire un président le 9 novembre. L'émissaire de l'ONU au Soudan a annoncé mercredi sa démission devant le Conseil de sécurité. L'Allemand Volker Perthes était à Khartoum depuis 2 ans et demi à la tête de la MINUSTAH, créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l'année précédente d'Omar el-Béchir. J'ai eu le privilège de servir en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan pendant plus de 2 ans et demi. Je suis reconnaissant au secrétaire général pour cette opportunité et pour la confiance qu'il m'a accordée. Mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction. Il s'agit donc de mon dernier briefing dans cette fonction. Dans son dernier rapport, il a prévenu sur le risque d'une guerre civile qui peut être empêchée par les actions diplomatiques menées sur le terrain par différentes organisations régionales. L'objectif étant de ramener à la table des négociations l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Je suis encouragé par le fait que l'Union africaine et l'IGAD ont harmonisé leurs feuilles de route et leurs efforts respectifs pour faciliter une solution politique. Je salue également le sommet des États voisins du Soudan et le mécanisme ministériel qui en a résulté. La cohérence des efforts régionaux et internationaux reste cependant nécessaire.
Volker Perthes n'était plus en odeur de sainteté avec les autorités de transition. En mai dernier, le général Al-Bourhan avait dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU demandé le remplacement de ce dernier. L'UNESCO a retiré de sa liste du patrimoine en péril le site ougandais de Kasubi, abritant des tombeaux de souverains du Bouganda. Situé sur les collines de la capitale, Kampala, cet ensemble de bâtiments circulaires de bois, roseaux et toits de chaume est inscrit depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO. En mars 2010, un incendie avait en grande partie détruit le bâtiment principal appelé Muzibu Azala Mpanga, abritant les tombes de 4 Kabaka, les rois du Bouganda, premier des royaumes du pays. Le programme de reconstruction mené avec l'aide de financements internationaux s'est achevé avec succès à l'été 2023, permettant au site de retrouver l'état de conservation souhaité, selon le comité du patrimoine mondial réuni à Riyad jusqu'au 25 septembre. L'ancien palais des Kabaka, construit en 1882 et converti en sépulture royale en 1884, constitue un exemple exceptionnel du style architectural développé par le puissant royaume du Bouganda. L'incendie de 2010 s'était produit à une époque de relations tendues entre le gouvernement et les Bakanda, après une interdiction de déplacement imposée à leur monarque en septembre 2009, qui avait déclenché des émeutes massives autour de Kampala, faisant au moins 27 morts. Le tremblement de terre qui a frappé le 8 septembre la région d'Al Haouz au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech au Maroc a fait plus de 3000 morts et au moins 5600 blessés selon les derniers bilans. Des villages entiers ont été réduits en ruines. La catastrophe a laissé un grand nombre de maisons inhabitables dans des zones rurales où les habitants n'ont pas les moyens nécessaires pour reconstruire. Les villageois espèrent une aide rapide pour pouvoir reprendre leur vie d'avant. Avant le tremblement de terre, il y avait de l'eau dans les maisons. Mais depuis, nous allons chercher de l'eau au puits. Nous sommes revenus au bon vieux temps. Nous sommes revenus au temps de nos ancêtres. Nous voulons juste un peu de ciment, de terre pour reconstruire nous-mêmes nos maisons. Je veux juste 2 chambres et une cuisine. C'est suffisant. Ces villageois craignent toujours les répliques et l'effondrement des maisons traditionnelles très fragiles face aux intempéries et aux secousses. C'est très dur pour tout le monde. Les gens ont quitté leur maison. On a peur pour les enfants. On les surveille constamment. On a peur que quelque chose leur tombe dessus, car la terre continue de trembler. On a très peur. Le défi pour le Maroc est de reloger le plus rapidement possible les 300 000 sinistrés, dont 100 000 enfants qui dorment dans la rue, selon l'UNICEF. Derna, la ville libyenne de 100 000 habitants, la plus touchée par les récentes inondations, a vu son paysage se métamorphoser après le passage de la terrible tempête Daniel dimanche dernier. Dans la ville côtière de la Méditerranée, les dégâts sont manifestement considérables. Sous le poids des pluies torrentielles, 2 barrages ont éclaté, générant un mur d'eau dévastateur pour les maisons de la ville, mais aussi ses habitants. Plus de 5200 personnes ont perdu la vie à Derna, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est, alors que 10 000 autres seraient toujours portés disparus dans le pays. Les zones voisines de l'Est de la Libye n'ont pas été exemptées des ravages de la tempête Daniel, où selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, des villages entiers ont été submergés par les inondations. Mercredi, un responsable du centre d'ambulance et d'urgence de l'Est de la Libye a affirmé que le nombre de morts pourrait augmenter à Derna, dans la mesure où les équipes de recherche et de sauvetage continuent de ramasser des corps dans les rues, les bâtiments et la mer.
Le pape François a appelé mercredi la communauté internationale à venir en aide à la Libye, touchée par des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans la ville côtière de Derna, dans l'est du pays. Mes pensées vont au peuple libyen, durement touché par les pluies violentes qui ont provoqué des inondations et des inondations, causant de nombreux morts et blessés, ainsi que d'importants dégâts. Le pape François, qui s'était rendu au Maroc en 2019, a également fait une prière pour le peuple marocain, endeuillé par un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 3000 morts et plus de 5000 blessés. Mes pensées vont au noble peuple marocain qui a subi ces tremblements de terre. Prions pour le Maroc. Prions pour les habitants, pour que le Seigneur leur donne la force de se relever après cette terrible tragédie. Dopo questo terribile agguato che è passato. Au Maroc, les secouristes déployés intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés dans la région du Haut-Atlas.